Bonsoir YouTube, comment tu vas? Nous ça va très bien. On est là ce soir autour du thème de Squid Games. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette série dont il y a eu absolument 1 milliard de publicités. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous concentrer sur la série en elle-même. Elle va nous servir de prétexte pour aller plus loin. Vous commencez à connaître un petit peu la chaîne, vous savez comment on fonctionne. On ne se satisfait pas d'une simple vidéo. Non, nous on veut apprendre, on veut découvrir des choses et tout. Et j'ai trouvé, voilà, des petits youtubeurs, et notamment, on va commencer par le premier, hein. Il paraît que c'est bien de commencer par le premier. Un youtubeur qui s'appelle Architecton. Et qui a fait une vidéo qui se nomme, alors attendez, je vais quand même faire ça, voilà, qui se nomme « Ce que vous ignorez sur l'escalier de Squid Games ». Alors moi, je vous avoue, moi j'ai regardé Squid Games, j'ai vu l'escalier, ça m'a rien dit. Donc je me suis dit, vas-y, on va quand même checker vite fait ce qu'il a à nous dire là-dessus. C'est une vidéo qui est vieille de 2 ans, donc il n'y a pas de divulgachage, d'accord ? Je lis son à propos. Vous rêvez de comprendre l'architecture qui vous entoure, mais vous pensez que le sujet est ennuyant, trop complexe ou élitiste ? N'ayez crainte, j'ai LA solution. Architecton, c'est la chaîne YouTube de vulgarisation sur l'architecture où l'on va aborder le sujet sur plein d'angles différents. L'art, l'histoire, les matériaux, l'environnement, la philosophie, l'urbanisme, le paysage, la sociologie. En vrai, c'est assez incroyable l'architecture. C'est un sujet qui a l'air vraiment passionnant. Je ne m'y connais quasiment rien en architecture, mais j'ai pas mal de potes qui avaient étudié l'architecture à un moment de leur vie, voire même qui l'ont étudié tout court, et qui m'ont dit que c'était pas mal de choses chouettes. Et en parlant avec eux, je vois un petit peu pourquoi. Mais du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, allons-y. Et puis en plus, voilà, cette image-là, qu'est-ce que vous voulez ? Je pense que ça montre ses compétences. Et hop, une chaîne de plus de follow. Pas mal. Et oui, exactement. C'est un peu le concept, hein, quand même. Bon, après, si ça se trouve, c'est nul, hein. Moi, j'ai pas encore regardé la vidéo, mais on va voir. Mesdames et messieurs, faites comme le roi aveugle si la vidéo vous plaît. En attendant, on va la commencer tout de suite. C'est parti sur vos écrans, ce que vous ignorez sur l'escalier de Squid Games. J'avais peur d'avoir oublié d'allumer le son. Squid Game est une série Netflix sud-coréenne sortie en 2021, d'une saison et 9 épisodes à l'heure où je vous parle. Elle a fait événement à travers le monde et comme ça fait plus de 6 mois qu'elle est sortie, je vais considérer que soit vous l'avez vue, soit vous vous en fichez éperdument de vous la faire divulgacher. Oh, vous en fichez ? Mais non. Bon, si vous l'avez pas vue, en vrai, la saison 1, oui, parce que ça va quand même divulgacher la saison 1, d'accord ? Pas la saison 2, mais la saison 1. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, quand même, moi je vous invite à la regarder. Je trouve qu'elle est un peu surcotée. Voilà, je vais vous dire mon avis perso avant de regarder les vidéos. Je la trouve un peu surcotée, mais sympathique. J'en parlais avec Sly l'autre jour, au Nouvel An. Voilà, moi c'est mon avis. Maintenant, à vous de vous faire la vôtre, bien sûr. Je vais tout de même essayer de le faire le moins possible, mais de toute manière, les éléments d'intrigue ne sont pas l'objet de cette vidéo. Bah ouais, justement. Si vous n'avez ni vu ni envie de voir la série, ça n'est pas grave, vous n'êtes pas à l'abri de découvrir 2-3 petites choses intéressantes. Rapide mise en... Juste, petite parenthèse, mais j'adore son plan. Hein. Très très stylé. Hein. Très stylé. Hein. Très artistique et très, réfléchi. En contexte, Squid Game, ou le jeu du calamar, dans la langue de Jean-Michel Blanquer, nous plonge en Corée du Sud à l'époque actuelle dans un huis clos dystopique. On suit les mésaventures de Song Gi-hun, père divorcé, ruiné par les jeux d'argent et vivant avec sa mère. À la suite d'une proposition douteuse lui promettant de gagner 450-600 millions de won s'il remporte un jeu dont la nature ne lui est pas divulguée, Song Gi-hun est kidnappé et conduit dans un lieu tenu secret. Les 456 volontaires, tous criblés de dettes et par conséquent rebut de la société coréenne, se voient proposer de participer à une série de 6 jeux traditionnels pour enfants. Par contre, à chaque fois, j'oublie, hein. Ça fait combien de dollars ? Ça fait combien de dollars, 456 millions de yens ? Ceux qui Quelqu'un peut le dire ? tous les jeux se partageront la cagnotte, équivalent tout de même à 32 millions d'euros. Ça fait quand même une sacrée somme. Merci. Ce mécénat à l'apparence ludique et poétique, de prime abord, se transformera en cauchemar lorsque les participants réaliseront que le prix de la défaite, c'est la mort. Trop bien ce plan aussi.
Vraiment très chouette pour le moment. Hein. Architecton, c'est juste que on est d'accord que quand même, c'est pas une somme de fou. Hein, c'est 43 millions d'euros. C'est pas dingo, hein. Je trouve. En vrai, ça mériterait pas 1 milliard de dollars. C'est une série qui a fait couler beaucoup d'encre par son scénario d'un cynisme absolu et sa dénonciation de la situation désespérée des personnes surendettées dans la société sud-coréenne. On a beaucoup parlé de ses similitudes et de ses différences avec les scénarios de type Battle Royale, de son esthétique hyper violente et colorée, de ses costumes, de ses personnages attachants et pourtant cruels les uns envers les autres. En tout cas, le jeu du calamar n'a laissé personne indifférent. Même si dans le fond, je trouve personnellement que la série n'a pas énormément de choses à dire de plus que ce que la fiction dystopique a proposé depuis 20 ans. Si ce n'est une forme très originale et très bien réalisée. Mais alors, je voyais des gens, parce que c'est la critique principale qui est faite sur cette série, et je suis assez d'accord que peut-être ça ne révolutionne pas non plus, ça ne révolutionne pas le Battle Royale, mais en réalité, il y a quand même une critique un peu acerbe derrière de la société coréenne en particulier, et c'est des gens que j'ai vus qui disaient ça sur Threads, voilà. Et je trouvais que c'était assez pertinent et que c'était assez vrai finalement. Donc je pense que c'est aussi à mettre en perspective, parce que nous on regarde avec ça, avec notre regard occidental de merdeux, j'ai envie de dire, mais en réalité, voilà quoi. Bon, alors, pourquoi parler de l'ambiance de série me rappelle Old Boy 2003, mais si j'ai pas vu le jeu du calamar. Bah, déjà parce que j'en avais envie. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu à Old Boy. D'architecture, parce que ça, personne n'en parle. Et oui, on est là pour ça après tout. Sur Architecton, on fait de la vulgarisation sur l'architecture. Mais ne partez pas tout de suite, vous verrez, c'est intéressant. Bon, bah, je vous jure, nous on n'est pas partis. L'architecture dans Squid Game. Nous on attend que ça. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à en dire. Hein. C'est un scénario en huis clos dans un lieu tenu secret et dont l'action se situe principalement dans 2 environnements clos. Le premier environnement, eh bien, ce sont les aires de jeu, une pour chacune des 6 épreuves, qui évoquent les souvenirs d'enfance. Ces espaces clos sont recouverts de paysages peints en trompe-l'œil et sont aménagés de sorte à recréer 6 espaces de jeu. Un terrain vague, un jardin d'enfants, l'arrière-cour d'un quartier pavillonnaire, un chapiteau de cirque, un terrain de jeu sur lequel est tracé l'éponyme jeu du calamar, sorte de marelle coréenne, et une installation à l'allure plutôt industrielle qui n'est pas très raccord avec le reste. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Le jeu du calamar, c'est quand même extrêmement complexe. Hein. Soyons honnêtes, en vrai. Je me rappelle même plus des règles. Je me souviens que la première fois, j'étais là en mode « Attends, c'est quoi les règles et tout ?» Parce qu'on dit, c'est comme la marelle, mais la marelle, il s'agit juste de sauter sur des numéros, quoi. Et de lancer un dé et de voir quel numéro tu dois éviter. On est d'accord quand même qu'on est passé d'un jeu... Vraiment, en fait, nous, ici, on a vraiment le QI d'un calamar, justement. Eux, ils appellent ça le jeu du calamar, mais c'est nous les calamars, en fait. Bon. Parenthèse refermée. Excepté cette dernière, on est dans le registre du temps de l'innocence, des couleurs pastel et des formes sécurisantes. Ce qui dénote parfaitement avec le caractère sordide et macabre des jeux. Le deuxième environnement, eh bien, c'est le dortoir, sorte de hangar dépouillé aux tonalités grises, dans lequel les joueurs se reposent, briefent, débriefent, s'allient et s'agressent entre 2 jeux. Un système de structure métallique permet d'aménager des gradins et des lits superposés. Et cet assemblage est reconfigurable à l'envi par les joueurs afin par exemple d'improviser des cabanes de fortune pour se défendre ou des armes pour attaquer. Il décrit ça comme l'expert immobilier quand il est passé dans mon appart pour faire juste le truc, pour faire les observations avant location. Il parle avec les mêmes termes et c'est là j'ai confiance. Je sais qu'il est architecte, c'est sûr. Donc, il a dit structure métallique, forcément il est architecte. Une chambre pour soirée pyjama à 456 participants, c'est bel et bien une extension de l'espace du jeu, où la guerre des boutons en mode hardcore est non seulement permise, mais encouragée par le maître du jeu. Mais, entre les aires de jeu et le dortoir se trouve un espace intermédiaire. On y arrive. Les escaliers qui conduisent des unes à l'autre. Et dont on devine qu'ils desservent aussi les espaces en coulisses non accessibles aux joueurs. En tout cas pour ces malheureux, les escaliers sont un lieu de passage silencieux, en file indienne et sous escorte. Ils n'ont aucun rôle dans le déroulement de l'action, à l'exception d'une rapide scène de poursuite dans l'épisode 5. Mais malgré cela, ils ont une dimension théâtrale si forte qu'ils incarnent pour beaucoup le décor iconique de la série.
C'est un dédale en 3 dimensions composé d'éléments d'architecture archétypaux. Volets d'escalier, portes, fenêtres, couloirs, balcons, et superposés de façon chaotique et superfétatoire. Je remarque qu'il observe l'architecture comme moi j'observe un film et je me dis putain mais en fait on est trop chiant en vrai. non pas que la vidéo est inintéressante hein, pas du tout hein. Mais c'est je me dis moi je regarde et c'est vrai que c'est tout l'aspect forcément cinématographique qui m'intéresse. Mais du coup, il y a plein de choses techniques que je vois et je me rends compte que lui, il les voit, mais dans l'architecture. Et je me dis, waouh, putain, on est quand même matrixé. Quand même. Je sais pas où s'arrête la passion, quoi. Ouais, c'est plutôt, enfin, on dirait une pièce dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est un peu le principe, hein, d'ailleurs. Il y a un mélange de différents genres hein, dans Squid Game en réalité. Et c'est ça que je pense qui plaît, en plus que, moi j'avoue, je trouve que par rapport, voilà, le fait que ce soit des jeux d'enfants coréens, etc., la société coréenne étant extrêmement stricte et parfois sélective, ça parle énormément, évidemment. Mais si tu connais pas ça, c'est vrai que ça pourrait paraître être un énième Battle Royale, et peut-être même qu'en sachant ça, ça peut être un énième Battle Royale, mais personnellement, je l'ai pas vu comme ça, quoi. Je trouve qu'il a quand même son petit truc de plus. Pastel à dominante rose et verte qui renvoie, selon moi, à 2 symboliques. La première, c'est bien sûr celle de l'enfance et du jeu, encore une fois. Les formes archétypales et les couleurs pastel évoquent les écoles primaires, les maisons de poupées. En somme, le caractère labyrinthique de ce lieu lui confère une dimension ludique indéniable, qui rappelle aussi les 42 escaliers de Poudlard qui n'en font qu'à leur tête. Je sais pas vous, mais c'est vrai, c'est pas faux. Abstraction des gens qui pendent au plafond, moi ça me donne grave envie d'y crapahuter de partout. Et puis la deuxième... Bon les gens, ça fait partie du décor, allez, ça ajoute de l'ambiance, je veux dire, c'est pas non plus très très grave, merde. Le symbolique de ce labyrinthe escalier, c'est bien sûr l'aliénation. Parce qu'à l'instar je connais pas ce tableau. Du Minotaure, on s'y perd pour mourir. Faudrait que je le regarde. L'issue y est impossible à trouver. Ajoutez à cela les caméras de surveillance et l'étroitesse des couloirs, on caractérise un espace claustrophobique et oppressif. Donc vous voyez finalement, cet escalier possède la même ambivalence que les aires de jeu et le dortoir, une dimension ludique et une dimension sordide. Beaucoup ont vu dans cet escalier une référence à la lithographie Relativität de Moritz Cornelis. Ah bah voilà, merci. Oh là là. Désolé, le roi aveugle est déjà dans le futur en fait. Le roi aveugle a écrit la vidéo en fait, pardon, excusez-moi. Où l'on voit des personnages vivre leur quotidien. Je connaissais pas du tout ce tableau. Sources de gravité. Et c'est vrai que ça y ressemble, bien qu'à mon sens la comparaison se limite à la forme. Mais si je vous disais que la conception de cet escalier provient d'une inspiration bien plus directe. Que cette référence est un bâtiment réel et qui plus est iconique de l'architecture moderne. Eh bien, ce bâtiment, je vous le donne en mille, mesdames et messieurs, c'est la Muralla Roja de l'architecte catalan Ricardo Bofill. Évidemment. Évidemment, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça, quand j'ai vu le tableau, j'ai fait... quand le roi aveugle a dit tableau, j'étais là, non mais n'importe quoi, il n'y connaît rien, ça se voit. Alors que la Muralla Roja de Ricardo Bofill, taller de arquitectura, ça par contre, d'office... je l'aurais dit direct. Voilà, ça c'était Camembert au Trivial Poursuite. La production de cet architecte est vraiment super intéressante. Il y a tant à dire sur celle-ci que ça me coûte de circonscrire mon sujet à ce projet. Mais il n'est pas du tout exclu qu'on reparle de lui dans de prochaines vidéos. La Muralla Roja, donc, mais donc ça existe vraiment. La muraille rouge dans les langues de Manuel Valls, est un ensemble de logements résidentiels et touristiques construits en 1973 près de la ville balnéaire d'Alicante en Espagne. Je connais Alicante. L'azur du ciel d'Espagne se reflétant dans le bleu de la Méditerranée. Au loin, le piton d'Ifac domine le paysage semi-aride et vallonné de la province valencienne. Oh purée. Au bord de la falaise de calcaire se dresse une citadelle ocre. À l'intérieur de la citadelle, par contre, c'est incroyable. Un univers entre ciel et mer de pastels roses et bleus, de volumes simples découpés par l'ombre et... cette photo, elle fait penser de fou à la série. Je suis désolé, j'évite de couper au milieu des phrases, mais là, incroyable. C'est vrai que c'est ultra parlant. La lumière. On s'égare dans ce dédale géométrique en traversant escaliers tortueux, allées étroites, patios et terrasses ombragées. Cet aspect massif à l'extérieur et labyrinthique à l'intérieur est inspiré des cités défensives construites le long des côtes de la Méditerranée et des casbahs du monde arabe.
C'est un lieu propice à la contemplation, au repos, qui est en résonance avec son environnement naturel. Mais ce paysage abstrait n'est pas qu'une rêverie d'architecte romantique, c'est un véritable bâtiment collectif composé de 50 appartements. C'est une forme très photogénique, certes, mais qui répond à une fonction. Mais moi, je veux bien vivre là, hein. Moi, je veux bien vivre là, hein, par pitié. Ah ouais, mais ça doit être un truc de riche, non? Une question se pose alors, comment Ricardo Bofill et son équipe ont-ils imaginé cet espace ? Et je vais tenter de vous démontrer que la réflexion qui aboutit à la Muralla Roja n'est en rien le fruit d'une fantaisie théâtrale capricieuse ou arbitraire, à l'image de l'escalier de Squid Game, dont la fonction est uniquement symbolique et esthétisante. Et qu'au contraire, c'est le résultat d'un système architectural ludique, certes, mais des plus rigoureux. Et pour comprendre l'ambition derrière cette expérimentation, je suis à fond dedans. C'est bon, il faut remettre à fond. Un peu de contexte. Dans les années 70, Ricardo Bofill faisait partie de cette... J'adore, il insiste à chaque fois sur l'accent. Je sais pas, mais je crois qu'en fait, c'est francophone, ça. Hein. Le fait, dès qu'il y a des langues du sud, du soleil, on doit absolument insister sur les accents. Bon, après, on insiste sur tous les accents, quoi qu'il arrive. Donc, cette jeune génération d'architectes farouchement opposée au modernisme sévère et répétitif qui s'implantait de façon générique partout dans le monde, à l'est comme à l'ouest. Ces expérimentateurs modernes recherchaient des alternatives en puisant dans des modèles de construction traditionnels. C'est ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, comme le définit l'architecte Philippe Madec. J'ai entendu ce mot une fois dans ma vie, je crois. Des constructions ancrées dans leur environnement qui répondent à la géographie, aux conditions climatiques et à leur époque. C'est globalement cette architecture sans architecte, ce que vous retrouverez un peu partout sur la planète quand les humains construisaient avec leurs ressources locales et leur culture spécifique. Autrement dit, ce qu'on a perdu avec la globalisation de la modernité. Hashtag c'était mieux avant, toi-même tu sais. Et ouais, évidemment qu'on sait. Tibul, il y en a une ville du nom de Kowloon Wild City. Alors c'est pas comme ça en couleur, mais c'était pas cher y vivre. Ah ouais? Mais c'est parce que c'est souvent, enfin, moi c'est ça que je trouve dommage, c'est que trop souvent, il y a des architectes qui peuvent faire des choses magnifiques, mais c'est réservé aux gens les plus riches. Et c'est un peu dommage parce que parfois, moi je crois que l'agencement que ce soit d'un lot d'appartements, que ce soit d'un quartier ou quoi que ce soit, ça peut tellement changer une vie. Je vois des quartiers qui sont glauques, mais parce que ils sont tellement laids, ils sont tellement dégueux, ils sont tellement faits mochement que forcément c'est glauque. Et forcément les gens qui vivent dedans, ils ont juste envie d'égorger des gens au coin de la rue. Quand tu vis là-bas, tu n'as pas d'autre chose à faire. C'est l'ambiance qui le veut. Donc bon... Eh bien, Bofill nourrit son architecture de ses voyages, notamment en Espagne, en Italie et au Maghreb. Et on sent qu'il tente de recréer l'atmosphère des villages méditerranéens aux ruelles tortueuses, aux petites places. Mais à l'époque, c'était aussi un militant et intellectuel de gauche, opposé au régime franquiste qu'il a toujours connu. C'est un gauchias comme nous. S'achèvera en 1975. Il était conscient de la casse. C'est un frère, c'est un camarade. Alors je dirais que c'est comme Neo Tokyo de Akira, mais les étages genre moins 44 et c'était wow. Alors Akira c'est absolument un manga que je dois lire et que j'ai pas encore lu, mais il y a une superbe édition collector à 150 balles. Peut-être un jour je l'achèterai. Hein. Mais bien un jour. Qui était en train de générer la construction des grands ensembles de bars HLM, des cités dortoirs où l'on ne fait que se loger. Et la quête d'une alternative passait par l'invention d'utopie sociale. La Muralla Roja fait partie de ces expérimentations urbaines qui ont tenté de remettre l'individu, ses spécificités et son échelle au centre de l'architecture. C'est très particulier. Plus qu'un simple immeuble de logement, c'est un petit cosmos urbain et communautaire, dans lequel l'espace collectif a autant d'importance que l'habitat. Loin de n'être qu'un espace de desserte, il devient lieu de flânerie, de contemplation et de rencontre. Et dire que la seule fois où j'ai été en Espagne, c'était à Benidorm, le truc ultra touristique et laid, où il y avait que des vieux boomers. Et à côté, il y avait ça. Pitié, mais pitié! Favorisant la vie en communauté et de baignade bronzette aussi. Il y a une piscine sur la terrasse, ce qui ne gâche rien. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on pense un bâtiment si complexe et chaotique ?
Eh bien, contrairement aux apparences, le projet est en réalité ultra structuré, à la logique presque mécanique, Mais je pense et que t'as pas le choix. si compliqué que ça finalement. Mais pour le comprendre, il va falloir se concentrer un petit peu. Faites l'effort, vous verrez, c'est vraiment fascinant. Donc, la Muralla Roja. Oh, regardez, il y a une croix. J'avais pas vu, mais les piscines, elles font une croix en fait, une croix catholique. Enfin, je sais pas si c'est des piscines d'ailleurs. Oui, c'est une piscine, je pense. Incroyable ça. Je sais pas si c'est voulu, mais je pense que ça doit être voulu parce que vraiment là, c'est clair et net. Et je sais que dans l'architecture, par contre, dans l'architecture des églises, c'est hyper important. Donc, je suppose que c'est pas là pour rien. Est un système architectural modulaire, comme on peut s'en convaincre ou en pas du examinant tout. le plan de C'est Marie, un hasard. organisé sur une grille. On le lit assez bien, Bofill a conçu le projet au moyen de modules de 5 mètres par 5 mètres, qui s'accolent et s'empilent les uns sur les autres, comme on peut le voir sur cette maquette. C'est comme un jeu de cubes en bois pour les enfants finalement, où les cubes correspondent soit à un module d'habitation, soit à un module de circulation extérieure. Ainsi, les appartements correspondent à 3, 4 ou 6 modules d'habitation. Si l'on prend le plan d'ensemble, on distingue 5 grandes masses bâties en forme d'étoile et disposées en quinconce. Cette disposition d'étoiles qui se jointent ensemble génère 4 vides, qui sont les 4 placettes ou les 4 cours intérieurs du projet. Zoomons maintenant sur l'étoile centrale. Ouh là là, je sens que vous tournez de l'œil. Détendez-vous, c'est à la portée de tous, vous verrez, ça va très bien se passer. Heureusement que tu nous le dis, architecton, parce que là, moi, j'étais effectivement au bord de tomber dans les pommes. Non, j'ai concentré, mais c'est trop bien, c'est trop malin, genre... Enfin, c'est trop malin pour moi, en fait. En fait, là, je suis en train de me dire, mais oui, mais c'est évident, c'est si simple. Bon. Mais c'est trop bien. Ça, c'est le plan du 3e étage. C'est hyper inspirant, Tout est ouais. bien organisé sur la grille de 5 mètres par 5 mètres. On a 4 appartements quasiment identiques de 4 modules chacun. Au centre, le séjour. De part et d'autre du séjour, 2 chambres, une pour les enfants, une pour les parents. Sur le côté, un module comprenant la cuisine et la salle de bain. Autour du séjour, un balcon d'un côté et un module de circulation de l'autre, comprenant escalier et palier. Oh, ça doit être Donc ça, incroyable. c'était pour le plan du 3e étage, vous voyez, c'était pas si Comme ça. compliqué. Et pour les autres étages, c'est ni plus ni moins que des variations de ce système. En superposant les étages, on obtient des tours en étoiles. On redézoome, les 4 étoiles périphériques fonctionnent de la même manière que la centrale. Ce qui génère autant de variations dans le projet finalement, ce sont les circulations verticales qui sont à l'air libre. Et comme chaque logement est desservi par un module de palier et d'escalier qui lui est propre, c'est la variation des modules de circulation sur chaque étage qui va générer cette sensation de labyrinthe vertical dans les cours intérieures. Et de fait, chacune est déclinée de façon différente. Chacune a une atmosphère bien à elle. Oh, c'est trop stylé. Hein. Et ben voilà. Est-ce que c'était compliqué ? Non, c'était pas compliqué. Oui, je sais, c'est bizarre. Initialement, cette vidéo était prévue pour avril 2022 et devait être le 3e épisode de la chaîne, mais de récents événements ont un peu bousculé cet agenda. Je terminais le montage de cette vidéo le jour même où nous apprenions la disparition de Ricardo Bofill. Il nous a donc quitté vendredi 14 janvier. Non, mais allez, il a pondu cette merveille, il nous le tease, tout ça pour dire finalement le type vient de mourir, mais pitié, mais... En plus, il était de gauche, c'était un camarade, but. Des suites du Covid-19. En plus, il est mort du Covid, c'est vraiment triste par contre. On à lui rendre hommage, lui dont le travail n'a pas été toujours considéré à sa juste valeur, surtout en France. J'ai prévu d'en reparler les prochains mois, surtout prenez soin de vous et de vos proches. Allez, la suite. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça absolument fascinant. Évidemment. Ces systèmes architecturaux sont relativement simples, qui sur la base de variations génèrent des espaces riches, complexes et poétiques, qui rompent totalement avec la monotonie des grandes barres de logement. Il y a bien un autre aspect assez curieux de ces systèmes architecturaux, c'est qu'on pourrait fort bien imaginer qu'on puisse étaler le système à l'infini dans les 3 dimensions de l'espace. C'est tellement stylé. Pour créer un genre de cité labyrinthe. Oh là là. Mais dans cette hypothèse, est-ce que ça pourrait faire modèle pour une utopie réplicable, ou au contraire, folie pour une dystopie aliénante ?
On va peut-être laisser cette question pour une autre vidéo, c'est un sujet à part entière. Est-ce que vous aimeriez habiter à la Muralla Roja ? Ben oui, En tout cas, moi j'y passerai bien quelques vacances, ça c'est sûr. Si vous voulez prolonger l'expérience, vous pouvez toujours le faire sur le clip Do It Right de Martin Solveig qui a été tourné là-bas. Pour l'écriture de cet épisode, je me suis appuyé sur ce très joli... On ne le voit pas, il est là, l'ouvrage de rêve, Ricardo allez-y. Bofill, Vision d'architecture aux éditions EPA, spécialisées dans les beaux livres. Les projets de Bofill sont très ludiques et poétiques, c'est une excellente Il me donne envie d'acheter le pour les livre, passionnés mais merde, j'ai pas Je vous mets d'argent. un lien partenaire Architecton, en j'ai pas description d'argent. si vous avez envie de vous le procurer. Si vous Incroyable. avez des questions, des remarques, des commentaires ou des précisions à apporter, on peut toujours le faire en commentaire. Moi, je les lirai et j'y répondrai. Et si vous pensez qu'une chaîne de vulgas sur l'architecture, c'est ce qui manquait à YouTube, ça tombe bien, c'est le projet d'Architecton. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Écoutez, c'était juste trop stylé en fait. Voilà, j'ai surkiffé la vidéo, tout simplement. J'ai surkiffé la vidéo, ok ? Je n'avais pas du tout connaissance de cet endroit. Je ne connaissais pas du tout cet architecte. Et je trouve juste ça dingue en fait. C'est vraiment Squid Games. C'est vraiment les escaliers de Squid Games. J'avoue. Et je trouve que dans Squid Game, c'est hyper... justement, on voit que l'ambiance peut changer en fonction de comment c'est agencé, mais aussi de comment c'est présenté. Genre, évidemment, sous le soleil d'Espagne, à côté d'Alicante, et au plaisir, j'ai envie de dire, au plaisir des vacances, ça donne vraiment envie d'y aller. C'est magnifique et... Je sais pas quoi dire, tellement je suis sur le fiac en fait. Alors que dans Squid Games, c'est vrai que c'est intimidant, c'est comme il disait, c'est oppressant. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça vraiment incroyable pour ma part. Ça montre aussi à quel point la mise en scène est importante, mais aussi à quel point en fait l'architecture et à quel point finalement derrière tout ce qu'on filme, il y a toujours des bâtiments, des constructions qu'on recherche et qui doivent être particulières parce qu'on veut exprimer quelque chose. Et ça, forcément, les architectes nous aident énormément, mais pas que. Et c'est là où on va se permettre un petit big up aussi aux chefs décorateurs et autres techniciens qui travaillent parfois d'arrache-pied. Moi, je suis toujours impressionné face à ces gens qui savent s'adapter parfois à toute situation et pour lesquels tu peux dire, je veux ça, et qui vont toujours trouver des techniques pour que à l'image ça paraisse bien. Mais c'est pour ça que je crois aussi que je suis tant sur le fiac. C'est parce que en fait le cinéma c'est beaucoup du fake. Le cinéma c'est beaucoup des on va dire quelque chose de magique. On essaie de faire rêver les gens un petit peu, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, puisque dans Squid Game c'est de l'horreur par exemple, de l'horreur psychologique. En fait disons que rarement les décors sont construits en entier quoi. Là, par exemple, dans Squid Games, ils ont construit en fait un étage d'escalier avec les gens qui marchent et tout, mais le reste, c'est sûrement des fonds verts avec lesquels ils ont recopié. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que je suis autant sur le fiac, c'est que quand on voit que ça devient vrai, quand tu peux te promener dedans et que tu te dis purée, mais ça existe vraiment, en tant que réal, c'est juste génial en fait. Voilà, je le dis, c'est juste génial. Donc voilà, je vous rappelle, c'est Architecton. N'hésitez absolument pas à le suivre. Je regarde s'il a fait, il y a 12 jours. Je vous le dis parce que du coup, forcément, ça m'intrigue. Il a fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi la restauration de Notre-Dame est problématique ». Voilà. Il parle aussi de The Line et tout, donc c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Je vous invite vraiment à le découvrir. J'ai surkiffé sa vidéo, j'ai surkiffé sa mise en scène. Donc moi, je crois que je vais le regarder. Encore une fois, on s'est abonné, je vous rassure. Et j'ai hâte de m'enfiler ces vidéos.